Bien. Là, on vient de voir succinctement la pose d'un garrot hémostatique. Succinctement. Et ce que l'on va faire maintenant, qui se situe sur le tibia, là, je vais poser mon pansement israélien. Donc là, c'est très simple. C'est que la partie blanche, c'est une partie qui est pas stérile, mais qui est propre. Donc on évite de mettre du sang dessus. Donc, vous voyez que depuis le début de cette instruction, je mets des gants. Donc vous mettrez des gants. Okay. Là, je pose. Donc disons que je viens de prendre une balle de petit calibre sur le tibia qui a explosé. Donc j'ai un peu un membre délabré, avec un saignement qui est maintenant contrôlé. Okay. Stop de massive bleeding. Et je mets là mon pansement israélien, je serre, et je vais le passer, tout le monde voit, je vais le passer à l'intérieur. Et là, je fais un retour, là ici, pour venir serrer. Je fais un aller, un retour, un aller, un retour, un aller et un retour. Merde. Là, je m'arrête là et vous avez une espèce de peigne dans lequel vous allez pouvoir accrocher votre pansement un peu partout. Et là, vous avez réalisé non seulement la pose d'un garrot hémostatique, mais en plus un pansement compressif de type israélien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vais vous le remontrer. Donc un pansement israélien, une fois qu'il est utilisé, c'est fini, il est foutu. On ne le reconditionne pas et on ne le remet pas dans la pousse. Donc vous le trouverez comme ça dans sa poche plastique. Vous l'ouvrez, vous le prenez, vous évitez de mettre les doigts dessus. Moi, j'aime bien toujours le mettre à plat. Pourquoi? Parce que si ça continue de tirer, que la zone n'est pas safe, il va falloir quand même se protéger. Généralement, on fait en sorte d'avoir toujours une position qui nous permette d'être le plus au ras du sol. Et là, je remonte. Donc j'ai posé la partie blanche sur la blessure. Je passe une première fois et je serre. À quoi ça sert ce truc compressé? Pourquoi faire cette manip là? Eh bien, tout simplement parce que ça va augmenter la capacité d'écrasement. Ça va augmenter en fait le fait de faire une compression. Parce qu'on est vraiment sur du pansement compressif. On n'est pas sur du pansement d'attente ou du pansement chirurgical. Hein. On est sur du compressif. On a réussi à maîtriser, à faire en sorte que ça ne saigne plus, mais on a quand même une plaie ouverte. Et il va falloir aussi s'assurer qu'il n'y ait pas des saignements capillaires, voire veineux. L'hémorragie, elle est contrôlée, mais elle n'est pas totale. Bien vu? Donc là, ça va augmenter en fait la capacité d'écrasement. Il y a d'autres types de pansements. Je vous montrerai quand on aura du temps. Les dernières heures, je vous montrerai quelques matériels en plus. Ça pourrait peut-être vous donner des idées à l'issue. Et là, je répète, hein, moi j'adore avoir une vue globale de ce que je fais. Pourquoi je ne fais pas ça, par exemple, et je reprends, etc., etc. Ça va être des ouvertures. D'abord, ouais. Mais surtout, comment il va le sens du sang? Ben, de temps en temps,
De haut en bas. On est d'accord? De haut en bas. Si je prends là-haut et que je serre vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? On va emprisonner le sang vers le bas. Et c'est pas bon du tout. Par contre, quand je fais un pansement, quel qu'il soit compressif, etc., c'est toujours du bas vers le haut. Et ce que je fais, je m'arrange toujours pour que ça soit croisé. 1, 2, et le prochain je monte. 1, 2, et le prochain je monte. 1, 2, et là je peux vous assurer que vous faites une bonne compression. Et enfin, la petite barrette qui va bien, un peu n'importe où. Là, c'est pas utile, c'est pas nécessaire de s'emmerder. Voilà. Et voilà. Ouais. Allez, maintenant, chacun son petit pansement israélien. Vous allez ouvrir, découvrir. Et vous allez vous poser garrot et pansement là où vous voulez. Alors, pour l'instant, pas les bras, on va y arriver. Non, mettez pas les gants pour l'instant, mais quand on fera exercice, il y aura du sang. Je vous invite à mettre des gants. Parce que c'est bien beau de sauver le voisin, mais si il est porteur de quelques germes bizarres, ce serait con de vous infester. Allez, je passe parmi vous. Ouais. Par contre, voilà, il faut vraiment bien s'assurer que le premier truc il soit bien fait. Parce qu'après, il ne bouge plus. Ça, c'est vraiment efficace, le pansement israélien. Ne déroulez pas complètement le truc, vous allez t'emmerder. Je vous le dis parce que là, je vous dis, on est le cul assis sur un tatami confortable, etc. Déroulez vraiment le minimum parce que ça va vous donner de la puissance et puis vous n'allez pas être emmerdé parce que là, ça va. Le corps, il peut bouger, la jambe, elle peut se lever. Et quand on va être sur des cuisses, quand on va être sur les ailes, quand on va être sur de l'épaule, sur du creux axillaire, etc., ça sera un peu plus compliqué. Conservez la capacité de bien serrer. La largeur de la tissu. Ouais. 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 Alors là, il n'y a pas de notion de temps. Bon, toute considération gardée, pas la peine de poser un israélien en 1 heure. Mais là, je préfère que vous me posiez bien le pansement, mais qu'il soit bien posé. Ça veut dire pas aller vite, et puis au bout de 2 minutes, lorsqu'on va le brancarder, par exemple, le gars, le pansement il est en train de flotter déjà. Donc là, ça ne sera pas du tout efficace. On est d'accord? Allez, vous l'enlevez, et on passe aux choses suivantes. L'aine ou les creux inguinaux, les creux
axillaires, souvent. Moi j'ai trouvé des balles de sortie sur des creux axillaires, donc des balles qui rentrent dans le dos, qui ressortent par le creux axillaire. Donc vous bouchez une entrée, mais la plaie de sortie n'est pas bouchée, donc ça saigne toujours. Donc le M n'est déjà pas effectué. Donc attention à ça. C'est naturel. Donc là, sur des plaies, on ne peut absolument pas les garrotter. Tout le monde est d'accord avec ça? Si c'est blessé à l'épaule, ça ne peut pas être garrotté. Impossible. À moins de faire des points de compression sur, ici, au niveau de la salière, sur des artères claviculaires, ok, mais là, vous ne tenez pas pendant 2 heures quelqu'un comme ça. On est d'accord? Donc là, il va falloir quand même poser un compressif, et si possible, si la plaie est suffisamment grande, de l'hémostatique. D'où l'intérêt de ce pansement compressif gauze. Okay. Là, on n'a pas une grosse plaie, mais par contre, on ne peut pas la garrotter. Donc, on va la poser, et pour la poser, on va utiliser les effets transverses. C'est-à-dire, je prends un côté, je viens percuter et serrer, transverse de l'autre côté. Ok, donc j'ai mis en pression un endroit qui saignait et sur lequel je ne peux pas garrotter. Donc je vais mettre un pansement qui va me permettre de couvrir l'ensemble et de pouvoir le contrôler. Pas d'arrêter le saignement, je n'ai pas cette prétention-là, mais au moins de le contrôler. Si il fallait en reposer un deuxième, j'en repose un deuxième. La vérification du pansement, je vous ai rappelé, on fait le marche, on déroule, tous les éléments sont faits, l'évacuation elle a été appelée. Par contre, je recontrôle. Je l'ai bougé, eh ben, je recontrôle de la même façon. Si j'ai mis un garrot, je recontrôle que le garrot soit bien serré, qu'il ne saigne pas, et je recontrôle que ça ne saigne pas, que ça soit bien contrôlé. Si ça continue de saigner, j'en repose un deuxième. Je ne l'enlève pas, je repose un deuxième. Ouais. Donc là, on a vu le torse. Là, je l'ai posé sur le dessus, mais je peux aussi le poser au-dessous. Puisque là, le creux axillaire, j'ai une plaie que je viens de contrôler avec un pansement israélien ou un pansement chest seal, mais par contre, je m'aperçois qu'il y a un trou de sortie sur le creux axillaire. Creux axillaire, okay, en dessous des bras. Donc là, c'est pareil. Creux axillaire. Et voilà. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Et voilà. Il n'y a aucune difficulté. C'est montré que j'ai été opéré. C'est tout ça? Ouais. Et voilà. Plutôt de rubis. Ça calme. Est-ce qu'il y a des questions là jusqu'à présent? Vous voyez que quand même que ce type de pansement est un petit peu adapté à tout type d'endroit et de blessure finalement. De la même façon, le creux axillaire, là on va le faire par-dessus le pantalon parce qu'on ne va pas demander au capitaine de se mettre en tenue légère, mais Étant jeune, il n'y avait pas besoin de me demander. pourquoi? Parce que la proximité de la fémorale, elle y est. Donc là, il va falloir céder. Donc, petit truc de choses que j'ai utilisées, et là, du coup, j'en ai fait quelques-unes. Quand ça pisse vraiment.
Donc ce qu'il faut faire, c'est venir, et là, il ne faut pas s'encombrer. Il faut venir bloquer. Allez, approchez, ouais. Et venir bloquer, d'accord? Exactement. Venir. Ensuite, il va falloir identifier l'endroit où je vais poser mon garrot. Donc, soit j'ai une aide de quelqu'un et je lui dis vas-y découpe, ou soit je le fais moi-même. Et du coup, il faut découper. Je ne veux pas avoir de pansement posé au-dessus d'un vêtement, à part le garrot. Mais un pansement, il doit être posé à même la plaie. D'où l'utilité d'avoir vos compresses, parce que les compresses vont vous permettre de nettoyer un premier jet et de venir poser votre matériel. Là, j'ai une plaie très profonde, très large. J'utilise mon gauze. Je pose mon gauze. Et du coup, mon gauze posé, alors c'est antipédagogique ce que je vous fais parce que je le pose au-dessus du vêtement, mais je ne veux pas le voir faire, parce que je n'ai pas envie de monter le kiki du capitaine. D'accord? Donc, je découpe, j'identifie, je nettoie, je pose mon gauze et je viens poser mon pansement. Là. D'où la nécessité, quand je vous dis, quand ça va être difficile de venir serrer, c'est de toujours contrôler votre restant de bande et de ne pas le délover complètement. Venir toujours bien le contrôler. Là, à ce stade, pendant que tu fais le travail, tu sais ou pas si l'artère est touchée, la fémorale? À la limite, je m'en fous. Tu t'en fous, hein? Ouais. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est pas ça qui va m'empêcher de serrer beaucoup plus fort, etc. Par contre, je prévois the worst case scénario. On est d'accord? Et je viens serrer. Ok, une fois que c'est serré, il y a une chose qui est très utile de savoir, mais qu'on ne va pas développer ici dans cette formation, c'est que toute plaie qui est entre l'ombilique et la mi-cuisse est une plaie qui va continuer de saigner. Beaucoup. Imaginons qu'il a pris un éclat d'obus, comme l'a eu Novakovski, et que le bassin, il a été transversé. Ça veut dire que tout le pelvis, en fait, il est broyé. Expansion d'un pelvis, c'est 3 litres de sang intérieur. En naturel, c'est 1,5 litre. Vous voyez la différence? Ça veut dire qu'au lieu de pisser 3 litres, on ne va le limiter qu'à 1,5 litre, beaucoup plus sauvable. Et du coup, maîtrise du choc. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Ben, j'ai une petite ceinture, j'ai un truc, ok? Je prends la ceinture et je vais lui mettre une ceinture pelvienne pour pouvoir rapprocher les deux bords. Ok? Ça, c'est juste pour votre connaissance de femme et d'homme du monde. On ne va pas le développer, mais il faut le savoir, il faut l'avoir à l'esprit. Toute plaie inguinale continue de saigner, même si elle est contrôlée, parce qu'elle va saigner à l'intérieur. J'ai eu un cas comme ça, on a été attaqué, et la personne a pris une balle. L'artère, je pense, était touchée. Ouais. Donc ça pissait énormément, et la seule chose que j'avais, je ne savais pas toutes ces choses-là, c'est un sac plastique Carrefour. Ouais. Et je lui ai fait le garrot avec le sac, et Ouais. ça continuait de pisser. Ouais. Je ne comprenais pas C'est pourquoi. extensible. J'ai serré à mort, on a pris 3 sacs plastiques. Ça maîtrise un peu, ça contrôle un peu. Oui. Bon, la vraie difficulté là, c'est non seulement le mec là, vous avez contrôlé, mais alors, après il va falloir le bouger. Imaginons qu'on soit toujours dans une zone qui n'est pas sûre, il va falloir le bouger. Et la difficulté, c'est que vous avez fait du remarquable travail à l'immobilisation, et que putain de merde, une fois qu'on va le bouger, ça va bouger. Et donc ça va renseigner. C'est toute la difficulté. Donc c'est pour ça que je vous invite dans votre marche de toujours recontrôler. Vous l'avez bougé, vous l'avez mis en PLS, et bien vous contrôlez votre pansement, vous contrôlez votre garrot là. Ça c'est le genre de choses qui arrivent. Tomber la bande et devoir après se la gérer. Donc Quand t'arrives ici, je repars comment?
Tu repars en dessous, ou tu refais un tour, ou... Alors, comment il est de l'autre côté? Comment il est de l'autre côté? Et tu bloques derrière. Ouais, et je repars dehors, là. Ouais. Suffisamment? Voilà. Posez-vous sur le torse, les gars. Obligez-vous à vous enlever vos vêtements. Parce que dans la réalité, vous ne posez pas sur le vêtement. C'est pour ça que, comme je suis très timide, Oh, mais tu peux, t'as quelque chose. Ouais. alors non, c'est pas bon, mais ce qu'il faut faire, c'est que tu mets le maximum de surface qui est bien serré. C'est bon? Allez, tu vas me faire un pli de laine. T'as perdu, mais bon. Comme les pompiers, comme les pompiers volontaires, je ne vais pas te montrer toute mon anatomie, et tu vas me poser la même laine. Et par contre, je veux le sentir. Allez, voilà, très bien. Tu as de la difficulté? C'est bon? Donc tu vois que c'est efficace, pourquoi? Ok. Donc là c'est efficace. Parce que là tu as un contrôle de la circulation. Ça fait grave. Après tu peux contrôler, hein. Sur une émeraude, tu sens quand même un petit peu le pouls, même sur le radial. Mais c'est efficace. C'est bon? Ouais. Pas évident, hein. Non, c'est pas évident. Parce qu'en fin de compte, t'as un peu de la blessure, parce que t'as pas de rigidité. Alors,
Parce que le mec, il a mal, il crie, et il ne veut surtout pas qu'on le bouge. C'est plus facile si tu l'assommes. Il y a une façon. Il y a une façon. Mais attention à l'anesthésie locale, hein. Généralement. Mais bon, je ne vous le souhaite pas, mais généralement, on reconsidère les choses lorsqu'on les a voilà, attrapées. On les a, on a touché du doigt le problème. Ça va? Ouais, c'est la mieux chance. Là, on est plus sur la pluie de laine. D'accord. Ah non, ça c'est le pli inguinal. Tout ça, le pli de laine, c'est ah oui, c'est différent quand même. Mais là, on est plus sur de la cuisse, tu vois. Là, c'est garottable. Hein. Une plaie ici, c'est garottable. Enfin, limite, mais c'est garottable. Là, c'est différent. Donc avec le genou, il faut tenir la clé ici. Et un genou, ça contrôle. Hein. Ça le contrôle. Comme tu veux. C'est bien là. Décompressé. Par contre, on a une tête comme ça, avec une partie serrante qui dépasse sûrement sur Avec une partie serrante un peu d'éclat de vie qui ne touche pas. Il n'y a pas de. On n'a pas de technique. Non, il y a une technique qui s'appelle le pansement de pompe. C'est un peu long à vous expliquer. Par contre, c'est la stratégie, c'est de mettre deux grosses bandes entre l'objet contondant et venir grapper dessus, de façon à le protéger, si tu veux. Mais par contre, on le retire surtout. Non, si c'est juste l'accroche. À mon avis, tu es en dessous. Est-ce qu'il y en a qui éprouvent des difficultés, Qui c'est qui a posé déjà un pansement israélien sur la réalité, sur un... Un chute, oui, pour l'instant, nous, on les a, c'est chute, on les a depuis 2015. Vous les avez déjà? Ouais, depuis 2015. Ils sont en train des SAV, ça? Oui. Bah, suite au bataillon, deux bataillons. C'était la plus grosse progression. J'ai 4 de mes stagiaires qui étaient à Béjain et ils les ont reçus. Donc, il n'y avait personne qui avait le gars. Personne n'avait. Non, les mecs sont arrivés morts. Ils arrivaient, ils étaient déjà morts depuis un moment. Nous, on avait fait des barreaux dans le Ils ont enlevé. On en faisait plus, les blancs. et encore, au début, c'était Médine tout seul. Quoi. Non, mais les garants, les garants proprement dit. Ah, les garants, c'était des. Non, mais on avait les garants d'infirmiers pour faire des déplacements, c'était ça les garants. Mais c'était ça qu'on avait. Après, ils ont enlevé. Là, vous êtes en service depuis quand là? Moi? Ouais, 30 ans. Combien? 30 ans. Il y a 30 ans, je vous le rappelle, hein, il y a 30 ans dans le secourisme, on ne posait un garrot que sur une amputation traumatique. On est d'accord?
Quand il y avait un membre sectionné, vous imaginez le mode de pensée. Ah, non, Voilà. oui, c'est vrai. Ou en secouriste isolé. Ouais, secouriste isolé. Ça, t'avais le droit. Parce que moi, il y a 37 ans, j'avais le droit. Ouais, on est tout seul sur l'intervention. Ah, mais. Tu vois, c'était malade pour le scientifique. Non. Le mode de pensée de l'époque n'avait pas été confronté au Bataclan, n'avait pas été. Donc, on vient préparer son matériel. Il est assujetti généralement sur le combattant directement, sur son pare-balles, son pare-éclat, etc. Il est déjà préparé. Et le binôme lui-même le prend. Là. Je viens serrer de la même façon un peu plus large et je viens le sécuriser. Parce que lui, par contre, il ne va pas se desserrer. Et je viens le sécuriser. Okay. Donc là, celui-là, je peux vous dire que voilà, il y a quand même une certaine efficacité. Le plus efficace Je ne dis pas qu'il est plus efficace, mais celui-là, il est beaucoup plus simple de mise en œuvre. Il est moins fragile. Lui, c'est vraiment du rustique, puisque toutes les parties sont ferraillées quand même. Alors que l'autre, il y a quand même du plastique. Imaginons que les intempéries, etc., la chaleur, le style machin, fragilisent un peu le plastique, il pète, vous êtes dans la merde. D'accord. Voilà. Moi, je me sentirais dans la merde. Ok. Bon, c'est juste pour votre connaissance. Hein. C'est juste que moi, j'aime beaucoup. Et dans ce cas-là, alors, tu vas la mettre sur la peau? Oui, directement sur la peau, sur le front, sur le scotch, etc. Okay. Voilà. Il nous reste à voir. Donc, on vient ouvrir les voies aériennes, on vient regarder à l'intérieur, voir s'il n'y a pas quelque chose qui vient obstruer. Éventuellement, je dégage si je vois du vomi, du chewing-gum ou je ne sais quoi. Et puis, je vais bien libérer les voies aériennes par une bascule prudente de la tête en arrière, voire même faire un chin lift, un jaw thrust, etc. Tout ça, ce sont des techniques d'ouverture d'une mandibule peut-être qui est contractée. Donc il va falloir que je vienne les ouvrir. Il faut que j'observe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, mon maître mot, c'est est-ce que l'air passe dans les tuyaux? Ne vous posez pas 36 000 questions. Est-ce que l'air passe dans les tuyaux? Du coup, je viens observer. Ok. Ça respire. Ça respire, mais il est inconscient. Eh ben, il va falloir que je le mette en position latérale de sécurité. Allez, petit modèle avec moi. T'as pas de chance, ça va se finir. Après, je prends le bon modèle. Donc, pardon. Non, je viens de voir tout ce qui se passe, etc. Et je vais la mettre en position latérale de sécurité. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que moi je ne suis pas un secouriste. On ne va pas s'emmerder avec des. Je me mets là, je me cale comme ça, etc. Là, il faut que ça aille rapide. En revanche, ce que je fais après, c'est que est-ce que mon geste il est efficace? Donc je vérifie que mon geste est efficace. Ok, je viens vérifier que ça respire toujours. Il ne sert à rien de faire quelque chose si vous n'avez pas un objectif. Et si vous ne contrôlez pas si votre objectif est atteint. Exemple, si je n'ai pas de pouls, et le jour où vous apprendrez à poser une perfusion intraveineuse, et j'espère pour vous, il vous faut rattraper un pouls radial et poser une voie veineuse, il va falloir savoir si après la pose de la voie veineuse, vous avez récupéré un putain de pouls radial. Oui ou non? Donc, ça vous invite à la réflexion de se dire, voilà, je trouve tel cas, avec tel symptôme et signe, je veux arriver à ce résultat, c'est-à-dire maintenir les voies aériennes, il faut quand même que ça respire. J'ai vu un des gens. Je ne veux pas le faire, pas contrôler, puis finalement, il est un peu plus. Ok? C'est bon? Allez, un autre, un gros modèle. Dans le cas où la photo du mec qui a le visage complètement ouvert, comment tu fais pour checker? Celui-là, soit il est assis, donc il a une position
position en avant, donc il saigne, continue de saigner, on va cautériser, on va mettre ce qu'il faut, ou soit tu le mets en position latérale de sécurité. Tu ne peux pas vérifier, est-ce que Si, ça tu passes la main, ça circule le sang. En revanche, si tu vois qu'il commence à prendre des quintes, etc., c'est pas la position adaptée, mais. Tu peux vérifier quand tu vérifies un air à droite, si effectivement tu sens de l'air, en même temps tu as tes yeux qui sont sur la plaque thoracique. Tu fais aussi ça. Ah oui, maintenant je vais montrer la politique. Donc je viens vérifier, j'arrive, faut que je me tout mon temps, qu'est-ce qui se passe? Il est inconscient. Ok, et ça respire. Donc, là, on est sur non seulement de la libération de voie aérienne sur ce qui concerne la position latérale de sécurité, mais on est en plus sur une position d'attente. C'est-à-dire que le mec, il est inconscient, je peux rien pour lui, il ne saigne pas, les voies aériennes sont libérées, après j'irai checker éventuellement le pouls, etc. Mais le mec, il respire, il est inconscient, il ne saigne pas. Position d'attente, les secours sont prévenus, je vais poser une couverture de survie côté jaune vers le haut, et puis on va se mettre en attente et réévaluer constamment, checker. Bien vu pour ça? Ici. Maintenant j'ai le cas d'un type qui a pris, il a pris une bastos, qui c'est qui veut se mettre torse nu? Allez. J'ai le cas du type qui s'est pris une bastos. Qui s'est pris une bastos, alors on va mettre un côté droit. Il a pris une bastos, plaie d'entrée, mais pas plaie de sortie, parce qu'il va falloir quand même le vérifier. Si je bouche un côté, autant boucher les deux s'il y en a deux. Donc là, j'ai un petit outil qui me permet de faire un pansement très rapide. C'est ce pansement qui s'appelle Chest Seal Vented. Ça c'est la formule commerciale. Et autrement, le système en fait c'est un système ce qu'on appelle Asherman, c'est-à-dire un système collant qui permet de faire sortir l'air mais qui ne permet pas de le faire entrer. Donc là c'est facile, la plaie elle est là. Bon, c'est pas grave. Et ça va permettre surtout de ne pas faire rentrer l'air. Je vous l'ai dit, le système pulmonaire fait que la plaie à l'intérieur, la surface qui recouvre le poumon intérieur, c'est une plaie extérieure. Et la plaie, l'intérieur de la plaie, c'est un système en négatif, en pression négative. Si vous laissez rentrer un peu d'air, ça va se réduire, se comprimer, et par contre, ça va grossir à l'intérieur du poumon. Ce qui veut dire que là, clairement, le poumon, il va avoir une orientation, il va pousser d'un côté, là il va pouvoir s'expandre, et il va écraser le cœur. Donc vous avez après des signes de ce que l'on appelle le pneumothorax compressif, c'est-à-dire non seulement vous allez avoir ces mouvements paradoxaux qu'on a vus à la vidéo, où le mec en fait, on voit qu'il respire ventral et il respire seulement sur la tête, et plus du tout sur toutes les parties pulmonaires. Vous n'allez plus avoir de pouls radio, le pouls va être aboli complètement, vous allez avoir des jugulaires turgescentes, et vous allez avoir une déviation de la trachée. C'est-à-dire que, comme ça pousse d'un côté, vous allez avoir la déviation de la trachée. Alors là, si vous ne faites rien, c'est la mort assurée. Mais c'est Asphyxie. Pardon? Ah oui. Et il y a d'autres signes. Vous mettez votre doigt, vous faites ça, vous sentez des petites bulles d'air. On appelle ça un emphysème pulmonaire,
Et c'est comme des craquements, vous savez, le bruit de la neige qui craque sous les pas. Et bien ce bruit-là, vous écrasez, c'est impressionnant. Si vous ne faites rien, le mec meurt dans très peu de temps. Donc, le minimum que vous puissiez faire, c'est poser ce système-là. Vous n'en avez qu'un dans votre outil. Donc, commencez pas à vous coller dans tous les sens parce que vous n'arriverez pas à le faire revenir. Donc, je l'applique. Et pas plus que ça. Ce qui veut dire clairement que l'air ne peut plus rentrer. Par contre, les quatre trous qui agencent le milieu de la plaie, je vous le rappelle, est là, et ben, va pouvoir libérer le peu d'air qu'elle va pouvoir renvoyer. Ok? Donc, le pneumothorax, il sera toujours là, mais il ne sera plus compressif. C'est-à-dire qu'on va faire revenir la trachée à son ordre. On va faire en sorte que la respiration redevienne un petit peu plus cadencée, plus rythmée. On va faire en sorte peut-être de faire revenir le pouls radial. Donc là, un pouls radial qui est revenu, c'est un choc qui est maîtrisé. Voilà, ce sont ce genre de choses. Autre chose, je ne vous l'ai pas dit dans les pauses de garrot, on met toujours un mec en PLS côté blessé. Ça veut dire que lui, il vient de tomber dans les pommes, il me fait une inconscience directe réglée, je vais le mettre côté droit en PLS. C'est-à-dire la plaie, le côté de la plaie blessée. Pourquoi? Favoriser ce qui est sain. Favoriser ce qui est sain et maintenir ce qui est sain. Si vous écrasez ce qui est sain, c'est une difficulté à respirer, qui plus est, de l'autre côté, il ne pourra pas respirer. Enfin, ça ne sera pas efficace. Et pareil pour les blessures, qu'elles soient jambes ou bras, tournez toujours les mecs du côté où c'est blessé. Ça fait mal, c'est pas grave. Mais c'est plus difficile d'accès aussi après. C'est-à-dire par exemple, si tu es en PLS, comme ouais, ça, ouais. pour le bouton. Non, mais t'as traité. Tu traites. Ah oui, c'est mieux. Parce que du coup, tu vas pas le rebouger, etc. On est sur de la position d'attente, hein, là. En revanche, tout à l'heure, je vous ai parlé de rythme respiratoire. Vous vous rappelez? Rythme normal, 12 à 18, 18 à 25, difficulté, au-delà de 30, détresse respiratoire. Donc, tant que le mec est en difficulté respiratoire et qu'il n'a pas de pouls, je vais le maintenir allongé. Pourquoi? Circulation. Ça veut dire maintien surtout des éléments du choc. Je m'explique. Si le mec n'a plus de pouls radial, ça veut dire que le cœur est en train de bientôt s'arrêter. Si en plus on le met en position demi-assise, le cœur là va s'arrêter pour de bon. Or, le cœur, ce qu'il lui faut, c'est un maintien linéaire. Surtout assurer la perfusion du cerveau et une perfusion minimum, c'est-à-dire surtout ne pas surélever un corps. On est d'accord? Par contre, au-delà de 30, j'ai toujours pas de reprise du pouls radial. Le mec, ça fait ça, ça fait exactement ça. Le truc paradoxal, maintien du sucre, on va le mettre en position demi-assise parce qu'il en va de sa survie. Là, je comprends. Ok, je reprends. Non, j'ai compris ce que tu as dit, mais pourquoi est-ce que la position assise va lui permettre progressivement de revenir à un rythme? Non, j'ai pas dit ça. La position assise ne va pas lui permettre de revenir à un rythme normal. J'ai pas dit ça. J'ai dit que dans le cas d'une détresse respiratoire, ça va lui maintenir sa survie. Et on s'en fout du cœur. Pourquoi? Parce que dans les éléments, justement, du sauvetage, là, ça n'est plus l'hémorragie qui prime, mais c'est la respiration. Ok? C'est un peu confus, je reconnais. Non, c'est la cage thoracique qui convient pour la respiration. Exactement.
plaie par balle, c'est une plaie simple, elle n'est pas transfixiante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas un trou d'entrée, un trou de sortie, elle est simple, on pose un chest seal. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire libérer l'air déjà rentré et surtout de ne pas en faire rentrer supplémentaire pour éviter un pneumothorax compressif. Ça, c'est la première chose. La deuxième, au contrôle du pouls, j'ai pas de pouls. Le mec, il est à 23, 24 mouvements par minute. Il n'est seulement qu'en gêne ou en difficulté respiratoire. J'ai pas de pouls, je le maintiens à plat. En revanche, je vais surveiller tout au long de ma surveillance avant l'évacuation. J'ai toujours pas de pouls, le mec commence vraiment à être au-dessus de 30 mouvements par minute. Là, je vais le mettre en position de niacine. C'est bien clair pour tout le monde? C'est important. Parce que ça ne marche jamais comme on a prévu. Ok? Et il faut que ça soit très clair pour vous parce que du coup, vous verrez que le mec se sentira un petit peu mieux même si le pneumothorax est installé. On vit très bien avec un pneumothorax, je vous le rappelle. On vit très bien. On respire très bien. Enfin, on respire bien. Donc, c'est pas le pneumothorax qui est dangereux, c'est le pneumothorax compressif. C'est quand on a vraiment tous les signes du pneumothorax, donc une plaie thoracique. Alors, autre chose, précision, vous avez un couteau ici, vous n'êtes pas médecin, un couteau ici, vous n'avez pas de médecin, jusqu'à preuve du contraire, considérez-la comme une plaie thoracique. Oui, monsieur. Ok. Vous n'êtes pas médecin, considérez-la comme une plaie thoracique, c'est-à-dire vous allez traiter et la position de maintien, position d'attente, elle sera comme un blessé thoracique. Vous surveillerez l'amplitude, vous surveillerez le rythme respiratoire, etc. Pourquoi? Parce qu'un coup de couteau, une plaie, n'importe quoi, elle peut avoir une incidence vers le haut et avoir déchiré le diaphragme. Et du coup, on est vraiment dans le respiratoire. Mais nous, on n'a pas les yeux bleus. On ne peut pas voir l'intérieur. Donc, ça veut dire que quelqu'un il a pris un couteau là. Ouais. Ça veut dire qu'on va lui mettre plutôt ce pansement chest machin, mais pas un compressif, non. Comme tout à l'heure, le Non. pansement israélien. Non. Je parle de gestion de la position d'attente. D'accord. Pas du pansement. Parce que c'est pas toi qui vas retirer le couteau de toute façon. Alors déjà, il n'y a personne qui retirera un couteau, mais là on n'est pas sur un pneumothorax. Par contre, on considérera que c'est une plaie thoracique. Parce que dans la gestuelle et dans la position d'attente, il se peut qu'il y ait soit de la difficulté respiratoire, voire même de la détresse respiratoire. Mais la blessure, on la traitera comme une blessure abdominale. Alors, pansement, non pas compressif, mais pansement d'attente et mouillé. Je m'en bats le bras. Bien vu? Ok, donc, là, le pansement, il est posé. Il vous arrive d'avoir un mec avec une plaie de sortie. Eh bien, je viens de faire de l'excellent travail devant, eh ben, je vais m'appliquer à faire de l'excellent travail derrière, c'est-à-dire que je vais non seulement bien nettoyer derrière ce qui se passe et poser ce qu'il faut pour faire un pansement occlusif. Puisque c'est rentré devant, il va falloir que je vérifie derrière, et du coup je vais poser derrière un bon pansement. Au-dessus. On peut passer au-dessus sans problème. Alors, il faut éviter quand même de boucher trop de trous. Hein. Il faut éviter de boucher trop de trous. Ok?
Position d'attente, on va se trouver un sac à dos, n'importe quoi. Il va se mettre, s'il est en détresse respiratoire, en position demi-assise. S'il est en gêne respiratoire, il va se mettre en position allongée. Et si on a un pouls qui est en gêne respiratoire, il pourra se mettre en position demi-assise. Ça vient ou c'est bon? Pourquoi? Parce que le pouls est là et je n'ai pas de risque de pneumothorax compressif. Bien vu? Voilà pour le pansement chest seal. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Le pansement mouillé. Alors, pansement mouillé sur une plaie abdominale.